Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des Mille et une nuits avec la 4e partie de l'histoire des amours de Camaralzaman et de la princesse Badour. Très bonne écoute. 220e nuit. Sire, quand Marzavan eut achevé son compliment en vers qui surprit le prince Camaralzaman si agréablement, le prince prit la liberté de faire signe de la main au roi son père, de vouloir bien sauter de sa place et de permettre que Marzavan s'y mît. Le roi, ravi de voir dans le prince son fils un changement qui lui donnait bonne espérance, se leva, prit Marzavan par la main et l'obligea de s'asseoir à la même place qu'il venait de quitter. Il lui demanda qui il était et d'où il venait, et après que Marzavan lui eut répondu qu'il était sujet du roi de la Chine et qu'il venait de ses États. « Dieu veuille, lui dit-il, que vous tiriez mon fils de sa profonde mélancolie. Je vous en aurai une obligation infinie, et les marques de ma reconnaissance seront si éclatantes que toute la terre reconnaîtra que jamais service n'aura été mieux récompensé. » En achevant ces paroles, il laissa le prince son fils dans la liberté de s'entretenir avec Marzavan, pendant qu'il se réjouissait d'une rencontre si heureuse avec son grand vizir. Marzavan s'approcha de l'oreille du prince Camaralzaman et, en lui parlant tout bas, « Prince, dit-il, il est temps désormais que vous cessiez de vous affliger si impitoyablement. La dame pour qui vous souffrez m'est connue. C'est la princesse Badour, fille du roi de la Chine qui se nomme Gaïour. Je puis vous en assurer sur ce qu'elle m'a appris elle-même de son aventure et sur ce que j'ai déjà appris de la vôtre. La princesse ne souffre pas moins pour l'amour de vous que vous souffrez pour l'amour d'elle. » Il lui fit ensuite le récit de tout ce qu'il savait de l'histoire de la princesse, depuis la nuit fatale qu'ils s'étaient entrevus d'une manière si peu croyable. Il n'oublia pas le traitement que le roi de la Chine faisait à ceux qui entreprenaient en vain de guérir la princesse Badour de sa folie prétendue. « Vous êtes le seul, ajouta-t-il, qui pouvait la guérir parfaitement, et vous présentez pour cela sans crainte. Mais, avant d'entreprendre un si grand voyage, il faut que vous vous portiez bien. Alors, nous prendrons les mesures nécessaires. Songez donc incessamment au rétablissement de votre santé. » Le discours de Marzavan fit un puissant effet. Le prince Camaralzaman en fut tellement soulagé par l'espérance qu'il venait de concevoir qu'il se sentit assez de force pour se lever et qu'il pria le roi son père de lui permettre de s'habiller d'un air qui lui donna une joie incroyable. Le roi ne fit qu'embrasser Marzavan pour le remercier, sans s'informer du moyen dont il s'était servi pour faire un effet si surprenant, et il sortit aussitôt de la chambre du prince avec le grand vizir pour publier cette agréable nouvelle. Il ordonna des réjouissances de plusieurs jours. Il fit des largesses à ses officiers et au peuple, des aumônes aux pauvres, et fit élargir tous les prisonniers. Tout retentit enfin de joie et d'allégresse dans la capitale, et bientôt dans tous les États du roi Schahzaman. Le prince Camaralzaman, extrêmement affaibli par des veilles continuelles et par une longue abstinence presque de toutes sortes d'aliments, eut bientôt recouvré sa première santé. Quand il sentit qu'elle était bien rétablie pour supporter la fatigue d'un voyage, il prit Marzavan en particulier. « Cher Marzavan, lui dit-il, il est temps d'exécuter la promesse que vous m'avez faite. Dans l'impatience où je suis de voir la charmante princesse et de mettre fin aux tourments étranges qu'elle souffre pour l'amour de moi, je sens bien que je retomberai au même état que vous m'avez vu si nous nous partions incessamment. Une chose m'afflige et m'en fait craindre le retardement. C'est la tendresse importune du roi mon père,
qui ne pourra jamais se résoudre de m'accorder la permission de m'éloigner de lui. Ce sera une désolation pour moi si vous ne trouvez le moyen d'y remédier. Vous voyez vous-même qu'il ne me perd presque pas de vue. » Le prince ne put retenir ses larmes en achevant ces paroles. « Prince, reprit Marzavan, j'ai déjà prévu le grand obstacle dont vous me parlez. C'est à moi de faire en sorte qu'il ne nous arrête pas. Le premier dessein de mon voyage a été de procurer à la princesse de Chine la délivrance de ses maux, et cela par toutes les raisons de l'amitié mutuelle dont nous nous aimons presque dès notre naissance, du zèle et de l'affection que je lui dois d'ailleurs. Je manquerais à mon devoir si je n'en profitais pas pour sa consolation et en même temps pour la vôtre, et si je n'y employais toute l'adresse dont je suis capable. Voici donc ce que j'ai imaginé pour lever la difficulté d'obtenir la permission du roi votre père, telle que nous la souhaitons, vous et moi. Vous n'êtes pas encore sorti depuis mon arrivée. Témoigne-lui que vous désirez de prendre l'air, et demandez-lui la permission de faire une partie de chasse de 2 ou 3 jours avec moi. Il n'y a pas d'apparence qu'il vous la refuse. Quand il vous l'aura accordée, vous donnerez ordre qu'on nous tienne à chacun 2 bons chevaux prêts, l'un pour monter et l'autre de relais, et laissez-moi faire le reste. » Le lendemain, le prince Camaralzaman prit son temps. Il témoigna au roi son père l'envie qu'il avait de prendre un peu l'air, et le pria de trouver bon qu'il allât à la chasse un jour ou 2 avec Marzavan. « Je le veux bien, lui dit le roi, à la charge néanmoins que vous ne coucherez pas dehors plus d'une nuit. Trop d'exercice dans les commencements pourrait vous nuire, et une absence plus longue me ferait de la peine. » Le roi commanda qu'on lui choisît les meilleurs chevaux, et il prit soin lui-même que rien ne lui manquât. Lorsque tout fut prêt, il l'embrassa, et après avoir recommandé à Marzavan de bien prendre soin de lui, il le laissa partir. Le prince Camaralzaman et Marzavan gagnèrent la campagne, et pour amuser les 2 palefreniers qui conduisaient les chevaux de relais, ils firent semblant de chasser, et ils s'éloignèrent de la ville autant qu'il leur fut possible. À l'entrée de la nuit, ils s'arrêtèrent dans un logement de caravane où ils soupèrent et dormirent environ jusqu'à minuit. Marzavan, qui s'éveilla le premier, éveilla aussi le prince Camaralzaman sans éveiller les palefreniers. Il pria le prince de lui donner son habit et d'en prendre un autre qu'un des palefreniers avait apporté. Ils montèrent chacun le cheval de relais qu'on leur avait amené, et après que Marzavan eut pris le cheval d'un des palefreniers par la bride, ils se mirent en chemin, en marchant au grand pas de leurs chevaux. À la pointe du jour, les 2 cavaliers se trouvèrent dans une forêt, en un endroit où le chemin se partageait en 4. En cet endroit-là, Marzavan pria le prince de l'attendre un moment et entra dans la forêt. Il y égorgea le cheval du palefrenier, déchira l'habit que le prince avait quitté, le teignit dans le sang, et lorsqu'il eut rejoint le prince, il le jeta au milieu du chemin où ils se partageaient. Le prince Camaralzaman demanda à Marzavan quel était son dessein. « Prince, répondit Marzavan, dès que le roi votre tour, ou qu'il aura appris des palefreniers que nous serons partis sans eux pendant qu'ils dormaient, il ne manquera pas de mettre des gens en campagne pour courir après nous. Ceux qui viendront de ce côté et qui rencontreront cet habit ensanglanté ne douteront pas que quelque bête ne vous ait dévoré et que je ne me sois échappé de crainte de sa colère. Le roi, qui ne vous croira plus au monde, selon leur rapport, cessera d'abord de vous faire chercher et nous donnera lieu de continuer notre voyage sans craindre d'être poursuivis. La précaution est véritablement violente de donner ainsi tout à coup l'alarme assommante de la mort d'un fils à un père qui l'aime si passionnément.
mais la joie du roi votre père en sera plus grande quand il apprendra que vous serez en vie et content. » « Brave Marzavan, reprit le prince Camaralzaman, je ne puis qu'approuver un stratagème si ingénieux, et je vous en ai une nouvelle obligation. » Le prince et Marzavan, munis de bonnes pierreries de leurs dépenses, continuèrent leur voyage par terre et par mer, et ils ne trouvèrent d'autre obstacle que la longueur du temps qu'il fallut y mettre de nécessité. Ils arrivèrent enfin à la capitale de la Chine, où Marzavan, au lieu de mener le prince chez lui, fit mettre pied à terre dans un logement public des étrangers. Ils y demeurèrent 3 jours, à se délasser de la fatigue du voyage, et dans cet intervalle, Marzavan fit faire un habit d'astrologue pour déguiser le prince. Les 3 jours passés, ils allèrent au bain ensemble, où Marzavan fit prendre l'habillement d'astrologue au prince, et à la sortie du bain, il le conduisit jusqu'à la vue du palais du roi de la Chine, où il le quitta pour aller faire avertir sa mère, nourrice de la princesse Badour, de son arrivée afin qu'elle en donnât avis à la princesse. La sultane Scheherazade en était à ses derniers mots lorsqu'elle s'aperçut que le jour avait déjà commencé de paraître. Elle cessa aussitôt de parler et en poursuivant la nuit suivante, elle dit au sultan des Indes. 221e nuit. Sire, le prince Camaralzaman, instruit par Marzavan de ce qu'il devait faire et muni de tout ce qui convenait à un astrologue de son habillement, s'avança jusqu'à la porte du palais du roi de la Chine, et en s'arrêtant, il cria à haute voix en présence de la garde et des portiers. « Je suis astrologue, et je viens donner la guérison à la respectable princesse Badour, fille du haut et puissant monarque Gaïour, roi de la Chine, aux conditions proposées par sa majesté de l'épouser si je réussis ou de perdre la vie si je ne réussis pas. » Outre les gardes et les portiers du roi, la nouveauté fit assembler en un instant une infinité de peuple autour du prince Camaralzaman. En effet, il y avait longtemps qu'il ne s'était présenté ni médecin, ni astrologue, ni magicien, depuis tant d'exemples tragiques de ceux qui avaient échoué dans leur entreprise. On croyait qu'il n'y en avait plus au monde, ou du moins qu'il n'y en avait plus d'aussi insensés. À voir la bonne mine du prince, son air noble, la grande jeunesse qui paraissait sur son visage, il n'y eut pas un à qui il ne fit compassion. « À quoi pensez-vous, Seigneur ?» lui dirent ceux qui étaient le plus près de lui. « Quelle est votre fureur d'exposer ainsi à une mort certaine une vie qui donne de si belles espérances? Les têtes coupées que vous avez vues au-dessus des portes ne vous ont-elles pas fait horreur? Au nom de Dieu, abandonnez ce dessein de désespérer, retirez-vous. » À ces remontrances, le prince Camaralzaman demeura ferme, et au lieu d'écouter ces harangueurs, comme il vit que personne ne venait pour l'introduire, il répéta le même cri avec une assurance qui fit frémir tout le monde, et tout le monde s'écria alors: « Il est résolu de mourir, et Dieu veuille avoir pitié de sa jeunesse et de son âme. » Il cria une 3e fois, et le grand vizir enfin vint le prendre en personne de la part du roi de la Chine. Ce ministre conduisit Camaralzaman devant le roi. Le prince ne l'eut pas plutôt aperçu assis sur son trône qu'il se prosterna et baisa la terre devant lui. Le roi, qui, de tous ceux qu'une présomption demeurée avait fait venir apporter leur tête à ses pieds, n'en avait encore vu aucun digne qu'il s'arrêtât ses yeux sur lui, eut une véritable compassion de Camaralzaman par rapport au danger auquel il s'exposait. Il lui fit aussi plus d'honneur. Il voulut qu'il s'approchât et s'assit près de lui. « Jeune homme, lui dit-il, j'ai de la peine à croire que vous avez acquis, à votre âge, assez d'expérience pour oser entreprendre de guérir ma fille. Je voudrais que vous puissiez y réussir. Je vous la donnerai en mariage,
non seulement sans répugnance, au lieu que je l'aurais donné avec bien du déplaisir à qui que ce fût de ceux qui sont venus avant vous, mais même avec la plus grande joie du monde. Mais je vous déclare avec bien de la douleur que, si vous y manquez, votre grande jeunesse, votre air de noblesse, ne m'empêcheront pas de vous faire couper le cou. Sire, reprit le prince Camaralzaman, j'ai des grâces infinies à rendre à votre majesté de l'honneur qu'elle me fait et de tant de bonté qu'elle témoigne pour un inconnu. Je ne suis pas venu d'un pays si éloigné que son nom n'est peut-être pas connu dans vos États pour ne pas exécuter le dessein qui m'y a amené. Que ne dirait-on pas de ma légèreté si j'abandonnais un dessein si généreux après tant de fatigues et tant de dangers que j'ai essuyés? Votre Majesté elle-même ne perdra-t-elle pas l'estime qu'elle a déjà conçue de ma personne? Si j'ai à mourir, sire, je mourrai avec la satisfaction de n'avoir pas perdu cette estime après l'avoir méritée. Je vous supplie donc de ne pas me laisser plus longtemps dans la patience de faire connaître la certitude de mon art par l'expérience que je suis prêt à en donner. Le roi de la Chine commanda à l'eunuque, garde de la princesse Badour, qui était présent, de mener le prince Camaralzaman chez la fille, sa princesse. Avant de le laisser partir, il lui dit qu'il était encore à sa liberté de s'abstenir de son entreprise. Mais le prince ne l'écouta pas. Il suivit l'eunuque avec résolution, et plutôt avec une ardeur étonnante. L'eunuque conduisit le prince Camaralzaman, et quand ils furent dans une longue galerie, au bout de laquelle était l'appartement de la princesse, le prince, qui se vit si près de l'objet qui lui avait fait verser tant de larmes et pour lequel il n'avait cessé de soupirer depuis si longtemps, pressa le pas et devança l'eunuque. L'eunuque pressa le pas de même et eut de la peine à le rejoindre. « Où allez-vous donc si vite ?» lui dit-il en l'arrêtant par le bras. « Vous ne pouvez pas entrer sans moi. Il faut que vous ayez une grande envie de mourir, de courir si vite à votre mort. Pas un de tant d'astrologues que j'ai vus et que j'ai amenés où vous n'arriverez que trop tôt n'a témoigné cet empressement. » « Mon ami, reprit le prince Camaralzaman en regardant l'eunuque et en marchant à son pas, c'est que tous ces astrologues dont tu parles n'étaient pas sûrs de leur science comme je le suis de la mienne. Ils savaient avec certitude qu'ils perdraient la vie s'ils ne réussissaient pas, et ils n'en avaient aucune de réussir. C'est pour cela qu'ils avaient raison de trembler en approchant du lieu où je vais et où je suis certain de trouver mon bonheur. Il en était à ces mots lorsqu'ils arrivèrent à la porte. L'eunuque ouvrit et introduisit le prince dans une grande salle où l'on entrait dans la chambre de la princesse qui n'était fermée que par une portière. Avant d'entrer, le prince Camaralzaman s'arrêta et en prenant un ton beaucoup plus bas qu'auparavant, de peur qu'on ne l'entendît de la chambre de la princesse. « Pour te convaincre, dit-il à l'eunuque, qu'il n'y a ni présomption, ni caprice, ni feu de jeunesse dans mon entreprise, je laisse l'un des deux à ton choix. Qu'aimes-tu mieux, que je guérisse la princesse en sa présence, ou d'ici sans passer plus avant et sans la voir? Qu'aimes-tu mieux, que je guérisse la princesse en sa présence, ou d'ici sans passer plus avant et sans la voir? L'eunuque fut extrêmement étonné de l'assurance avec laquelle le prince lui parlait. Il cessa de l'insulter et en lui parlant sérieusement. « Il n'importe pas, lui dit-il, que ce soit là ou ici, de quelque manière que ce soit, vous acquérez une gloire immortelle, non seulement dans cette cour, mais même par toute la terre habitable. » « Il vaut donc mieux, repartit le prince, que je la guérisse sans la voir, afin que tu te rendes témoin de mon habileté. Quelle que soit mon impatience de voir une princesse d'un si haut rang qui doit être mon épouse, en ta considération néanmoins, je veux bien me priver quelques moments de ce plaisir.
Comme il était fourni de tout ce qui distinguait un astrologue, il tira son écritoire et du papier et écrivit ce billet à la princesse de la Chine. Billet du prince Camaralzaman à la princesse de la Chine. Adorable princesse, l'amoureux prince Camaralzaman ne vous parle pas des maux inexprimables qu'il souffre depuis la nuit fatale que vos charmes lui firent perdre une liberté qu'il avait résolu de conserver toute sa vie. Il vous marque seulement qu'alors il vous donna son cœur dans votre charmant sommeil, sommeil importun qui le priva du vif éclat de vos beaux yeux, malgré ses efforts pour vous obliger de les ouvrir. Il osa même vous donner sa bague pour marque de son amour et prendre la vôtre en échange qu'il vous envoie dans ce billet. Si vous daignez la lui renvoyer pour gage réciproque du vôtre, il s'estimera le plus chanceux de tous les amants. Sinon, votre refus ne l'empêchera pas de recevoir le coup de la mort avec une résignation d'autant plus grande qu'il le recevra pour l'amour de vous. Il attend votre réponse dans votre antichambre. Lorsque le prince Camaralzaman eut achevé ce billet, il en fit un paquet avec la bague de la princesse qu'il enveloppa dedans, sans faire voir à l'eunuque ce que c'était, et, en le lui donnant, « Ami, dit-il, prends et porte ce paquet à ta maîtresse. Si elle ne guérit du moment qu'elle aura lu le billet et vu ce qui l'accompagne, je te permets de publier que je suis le plus indigne et le plus imprudent de tous les astrologues qui ont été, qui sont et qui seront jamais. » Le jour que la sultane Scheherazade vit paraître en achevant ces paroles, l'obligea d'en demeurer là. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 222e nuit. Sire, l'eunuque entra dans la chambre de la princesse de la Chine et en lui présentant le paquet que le prince Camaralzaman lui envoyait. « Princesse, dit-il, un astrologue plus téméraire que les autres, si je ne me trompe, vient d'arriver et prétend que vous serez guéri dès que vous aurez lu ce billet et vu ce qui était dedans. Je souhaiterais qu'il ne fût ni menteur ni imposteur. » La princesse Badour prit le billet et l'ouvrit avec assez d'indifférence, mais, dès qu'il eut vu sa bague, elle ne se donna presque pas le loisir d'achever de lire. Elle se leva avec précipitation, rompit la chaîne qu'elle tenait attachée, de l'effort qu'elle fit, courut à la portière et l'ouvrit. La princesse reconnut le prince la reconnut. Aussitôt, ils coururent l'un à l'autre, s'embrassèrent tendrement, et sans pouvoir parler dans leur excès de leur joie, ils se regardèrent longuement, en admirant comment ils se revoyaient après leur première entrevue, à laquelle ils ne pouvaient rien comprendre. La nourrice, qui était accourue avec la princesse, les fit entrer dans la chambre, où la princesse rendit sa bague au prince. « Reprenez-la, lui dit-elle, je ne pourrai pas la retenir sans vous rendre la vôtre, que je veux garder toute ma vie. Elles ne peuvent être l'une et l'autre en de meilleures mains. » L'eunuque, cependant, était allé en diligence avertir le roi de la Chine de ce qui venait de se passer. « Sire, lui dit-il, tous les astrologues, médecins et autres qui ont osé entreprendre de guérir la princesse jusqu'à présent n'étaient que des ignorants. Ce dernier venu ne s'est servi ni de grimoire, ni de conjuration d'esprit malin, ni de parfum, ni d'autre chose. Il l'a guérie sans la voir. » Il lui en raconta la manière, et le roi, agréablement surpris, vint aussitôt à l'appartement de la princesse, qui l'embrassa. Il embrassa le prince de même, prit sa main, et en la mettant dans celle de la princesse. « Heureux étranger, lui dit-il, qui que vous soyez, je tiens ma promesse, et je vous donne ma fille pour épouse. À vous voir, néanmoins, il n'est pas possible que je me persuade que vous soyez ce que vous paraissez, et ce que vous avez voulu me faire croire. » Le prince Camaralzaman remercia le roi dans les termes les plus soumis pour lui mieux témoigner sa reconnaissance. « Pour ce qui est de ma personne, sire, poursuivit-il, il est vrai que je ne suis pas astrologue,
comme votre majesté l'a bien jugé. Je n'en ai pris que l'habillement, pour mieux réussir à mériter la haute alliance du monarque le plus puissant de l'univers. Je suis né prince, fils de roi et de reine. Mon nom est Camaralzaman, et mon père s'appelle Schahzaman, qui règne dans les îles assez connues des enfants de Khalidan. Ensuite, il lui raconta son histoire, et lui fit connaître combien l'origine de son amour était merveilleuse, que celle de l'amour de la princesse était la même, et que cela se justifiait par l'échange de 2 bagues. Quand le prince Camaralzaman eut achevé, « Une histoire si extraordinaire, s'écria le roi, mérite de n'être pas inconnue à la postérité. Je la ferai faire, et après que j'en aurai fait mettre l'original en dépôt dans les archives de mon royaume, je la rendrai publique, afin que de mes états elle passe encore dans tous les autres. » La cérémonie du mariage se fit le jour même, et l'on fit des réjouissances solennelles dans toute l'étendue de la Chine. Marzavan ne fut pas oublié. Le roi de la Chine lui donna entrée dans sa cour en l'honorant d'une charge, avec promesse de l'élever dans la suite à d'autres plus considérables. Le prince Camaralzaman et la princesse Badour, l'un et l'autre au comble de leurs souhaits, jouirent des douceurs de l'hymen, et pendant plusieurs mois, le roi de la Chine ne cessa de témoigner sa joie par des fêtes continuelles. Au milieu de ses plaisirs, le prince Camaralzaman eut un songe, une nuit, dans lequel il lui sembla voir le roi Schahzaman, son père, au lit, prêt à rendre l'âme, qui disait « Ce fils que j'ai mis au monde, que j'ai chéri si tendrement, ce fils m'a abandonné, et lui-même est cause de ma mort. » Il s'éveilla en poussant un grand soupir, qui éveilla aussi la princesse, et la princesse lui demanda de quoi il soupirait. « Hélas !» s'écria le prince, « peut-être qu'à l'heure que je parle, le roi mon père n'est plus au monde. » Et il lui raconta le sujet qu'il avait d'être troublé d'une si triste pensée. Sans lui parler du dessein qu'elle conçut sur ce récit, la princesse, qui ne cherchait qu'à lui complaire, et qui connut que le désir de revoir le roi son père pourrait diminuer le plaisir qu'il avait de demeurer avec elle dans un pays si éloigné, profita le même jour de l'occasion qu'elle eut de parler au roi de la Chine en particulier. « Sire, lui dit-elle en lui baisant la main, j'ai une grâce à demander à votre majesté, et je la supplie de ne pas me la refuser. Mais, afin qu'elle ne croie pas que je la lui demande à la sollicitation du prince mon mari, je l'assure auparavant qu'il n'y a aucune part. C'est de vouloir bien agréer que j'aille voir avec lui le roi Schahzaman, mon beau-père. » « Ma fille, reprit le roi, quelque déplaisir que votre éloignement doive me coûter, je ne puis désapprouver cette résolution. Elle est digne de vous, nonobstant la fatigue d'un si long voyage. Allez, je le veux bien, mais à condition que vous ne demeurez pas plus d'1 an à la cour du roi Schahzaman. » Le roi Schahzaman voudra bien, comme je l'espère, que nous en usions ainsi, et que nous revoyions tour à tour, lui son fils et sa belle-fille, et moi, ma fille et mon gendre. La princesse annonça ce consentement du roi de la Chine au prince Camaralzaman, qui en eut bien de la joie, et il la remercia de cette nouvelle marque d'amour qu'elle venait de lui donner. Le roi de la Chine donna ordre aux préparatifs du voyage, et lorsque tout fut en état, il partit avec eux et les accompagna quelques journées. La séparation se fit enfin avec beaucoup de larmes de part et d'autre. Le roi les embrassa tendrement, et après avoir prié le prince d'aimer toujours la princesse sa fille comme il l'aimait, il les laissa continuer leur voyage et retourna à sa capitale en chassant. Le prince Camaralzaman et la princesse Badour n'eurent pas plutôt essuyé leurs larmes qu'ils ne songèrent plus qu'à la joie que le roi Schahzaman aurait de les voir et de les embrasser, et qu'à celle qu'ils auraient eux-mêmes. Environ au bout d'1 mois qu'ils étaient en marche, ils arrivèrent à une prairie d'une vaste étendue et plantée d'espace en espace de grands arbres qui faisaient un ombrage très agréable. Comme la chaleur était excessive ce jour-là, le prince Camaralzaman
jugea à propos d'y camper, et il en parla à la princesse Badour, qui y consentit d'autant plus facilement qu'elle voulait lui en parler elle-même. On mit pied à terre dans un bel endroit, et dès que la tente fut dressée, la princesse Badour, qui s'était assise à l'ombre, y entra pendant que le prince Camaralzaman donnait ses ordres pour le reste du campement. Pour être plus à son aise, elle se fit ôter sa ceinture, que ses femmes posèrent près d'elle, après quoi, comme elle était fatiguée, elle s'endormit et ses femmes la laissèrent seule. Quand tout fut réglé dans le camp, le prince Camaralzaman vint à la tente, et comme il vit que la princesse dormait, il entra et s'assit sans faire de bruit. En attendant qu'il s'endormît peut-être aussi, il prit la ceinture de la princesse. Il regarda l'un après l'autre les diamants et les rubis dont elle était enrichie. Et il aperçut une petite bourse cousue sur l'étoffe fort proprement et fermée avec un cordon. Il la toucha et sentit qu'il y avait quelque chose dedans qui résistait. Curieux de savoir ce que c'était, il ouvrit la bourse, et il en tira une cornaline gravée de figures et de caractères qui lui étaient inconnus. « Il faut, dit-il en lui-même, que cette cornaline soit quelque chose de bien précieux. Ma princesse ne la porterait pas sur elle avec tant de soin, de crainte de la perdre si cela n'était. » En effet, c'était un talisman dont la reine de la Chine avait fait présent à la princesse sa fille pour la rendre heureuse, et ce qu'elle disait tant qu'elle le porterait sur elle. Pour mieux voir le talisman, le prince Camaralzaman sortit hors de la tente qui était obscure et voulut la considérer au grand jour. Comme il la tenait au milieu de la main, un oiseau fondit de l'air tout à coup et la lui enleva. Le jour se faisait déjà voir dans le temps que la sultane Scheherazade en était à ses dernières paroles. Elle s'en aperçut et cessa de parler. Elle reprit le même conte la nuit suivante et dit au sultan Schahriar: C'était la fée du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de l'histoire des amours de Camaralzaman et de Badour. À très bientôt.